Et non, donc, il est dévoyé par le juge et l'interprète. Non mais attendez le maire, on va s'arrêter sur Airbus. Non mais Éric Zemmour, non mais parce que ça fait 30 ans que je l'entends. Non. Non. Donc déjà ce n'est pas... Merci, monsieur le professeur. Mais je vous en prie, monsieur l'élève. Déjà... Samedi la suite. Oui. Bon, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est frustrant. Est-ce que vous avez déjà perdu un débat, quand bien même vous saviez que la vérité était de votre côté et que votre interlocuteur était réellement de mauvaise foi? Pour remédier à cela, je vais vous montrer 3 techniques qui sont très souvent utilisées pour gagner des débats et on va les illustrer en montrant des passages télévisés d'Éric Zemmour. Pour autant, attention, parenthèse très importante, cette chaîne n'est pas et ne sera jamais politique et je ne défends en rien les propos de Zemmour. Commençons par la base de la base. Un débat, c'est tout simplement un combat de crédibilité. Tout ce que vous allez verser au débat va avoir 2 objectifs. Le premier, ça va être de montrer que vous avez la meilleure crédibilité possible, donc de la renforcer, et que vous avez raison qu'il faut vous suivre. La seconde chose, ça va être de détruire du coup la crédibilité adverse, et de montrer que c'est impossible de le suivre, il ne peut pas avoir raison. Rappelez-vous de cela parce que tout est basé finalement là-dessus. Et on en vient à la stratégie numéro 1, savoir quand utiliser ses meilleurs arguments. Lors d'un débat, chaque partie possède des arguments d'attaque et de défense. Et une erreur commune est de sortir toute son attaque au même moment, de littéralement vomir ses arguments sur l'adversaire sans lui laisser le temps de répondre, ce qui va aboutir à une incompréhension générale et à une frustration totale de la part du public et des débatteurs. Merci, on y est, religieux dans les mairies, c'est ça votre truc. Alors, c'est ça votre symbole. C'est la négation totale et absolue du débat. C'est la négation totale et absolue du débat. Il y a une chose- Non, laissez-le. Pour faire mieux, vous avez 2 possibilités. Tout d'abord, en défense. Alors imaginez un petit peu que la joute verbale est une sorte de combat à l'épée. Vous avez votre bouclier qui va être composé de vos arguments défensifs les plus solides et votre épée qui va être composée forcément de vos arguments offensifs. Mais en plus, vous avez vos flancs. Et vos flancs, c'est là où c'est un peu plus faible. Et l'adversaire va essayer de vous surprendre et de frapper ici pour vous déstabiliser et vous faire perdre en crédibilité justement. Face à son attaque, en général, vous pouvez soit dire que son argument n'est pas fondé, n'a aucun sens et que ce qui est intéressant à regarder se trouve ici, donc dans votre défense solide, soit vous avez déjà prévu une contre-attaque parce que vous avez un élément très fort de votre côté et donc vous bloquez ce qu'il dit et vous contre-attaquez directement. Dans ce cas-là, vous paraissez être un expert du sujet et donc vous gagnez forcément en crédibilité et en plus de cela, il est peut-être désarçonné par le fait que vous y ayez répondu tout de suite à une question qu'il pensait forte et vous pouvez encore continuer avec d'autres arguments derrière. Par ailleurs, quand je parle d'arguments puissants, pensez à des études reconnues, des penseurs respectés ou des chiffres sortant d'instituts crédibles. Zemmour en cite d'ailleurs tout le temps. Chronique dessus de Rémi Braque, grand spécialiste des religions. Quelles sont vos sources? L'INSEE. Ok. L'INSEE. Officiel l'INSEE. Vous avez vu le rapport de l'Institut Montaigne il y a quelques mois. Ce qui vous permettra de profiter de la crédibilité dont jouissent ces personnes et ces instituts, puisque apparemment elles ont validé vos propos. En plus de cela, vous passez encore pour un expert du sujet, donc vous gagnez en crédibilité. Bon, assez pour la défense, maintenant passons à l'attaque. Imaginons que vous avez du coup un argument très puissant en votre possession, et que vous attendiez que l'adversaire vous attaque pour pouvoir contre-attaquer, mais celui-ci n'est pas venu sur votre terrain. Dans ce cas-là, une très bonne stratégie consiste à lui poser une question technique avec comme seule réponse possible l'argument que vous souhaitez amener. Et en général, à l'écoute de cette question, soit votre adversaire il ne connaît pas la réponse et dans ce cas-là, il va perdre en crédibilité, soit il la connaît mais il sait très bien que c'est l'un de ses points faibles et donc il ne va pas du tout la citer, il va essayer de l'esquiver. Dans tous les cas, ce qu'il va en général essayer de faire, c'est de recentrer le débat vers l'un de ses arguments puissants sur son bouclier. Et c'est là, à ce moment, que tout va se jouer. Puisque, ensuite, vous le laissez parler. Il peut le dire ce qu'il veut pendant le temps qu'il veut. Pas de souci. Sauf que, lorsque la parole revient à vous, à ce moment-là précis, ce qu'il a voulu passer sous silence, vous le ressortez. Vous ressortez l'argument, vous le pointez du doigt, vous montrez à quel point cet argument prouve que sa théorie est fausse. Et si sa théorie est fausse, alors là, vous démontez sa crédibilité. Et là, je peux vous assurer qu'il va galérer. Quel plaisir. Et en plus, c'est pas si compliqué que ça et on peut tous y arriver. Je vais vous montrer comment, personnellement, j'ai réussi à m'en servir en 2018 lors de la finale du championnat de France de débat parlementaire. Tout ce qu'il faut savoir autour de ce débat, c'est que le sujet tournait autour de la production d'électricité en France, que mon équipe était pour les énergies vertes
et que l'équipe adverse était pour l'énergie nucléaire, donc passait pour des professionnels, des experts du milieu. Écoutez la question technique que je pose, regardez les effets qu'elle a sur ma contradictrice et comment j'y reviens dessus dès le début de mon discours. Nombreuses sont les autorités en charge de la question du nucléaire. Et si vous voulez définitivement vous prendre pour Jimmy Proton et me contredire en soulevant les problèmes rencontrés par les réacteurs, je vous annonce que ces problèmes seront immédiatement résolus par la fermeture de l'usine ou sa mise en demeure par l'autorité de sûreté nucléaire. Que dites-vous de cela, monsieur ? Madame, quelle part pour le nucléaire dans la production mondiale d'électricité ? Quelle part pour le nucléaire dans la future ? Vous voulez dire c'est la France ? Enfin, en fait, monsieur, je ne réalise pas votre question. Est-ce que vous imaginez seulement que nous rayonnons nationalement au niveau du nucléaire ? Nous sommes l'une des premières puissances. Nous rayonnons déjà, monsieur. Nous exportons. Oui, vous pouvez faire du blabla, évidemment. Mais si vous connaissez... Pas de réponse sur nos objectifs. Pas de réponse sur les éoliennes. Et pas de réponse à ma question. Mesdames et messieurs, il semblerait que la députée brasse plus d'air que nos éoliennes. Je répète ma question, s'il vous plaît. Quelle part prend le nucléaire aujourd'hui dans la production mondiale d'électricité ? 40%, 30%, 70%? Vous êtes bien loin. 2,7%. C'est 2,7% qu'on nous oppose en face de nous. Et ils nous font de leur nucléaire le projet qui va révolutionner le monde, le projet dont le monde entier ne peut se passer, alors qu'aujourd'hui, tout le monde s'en passe. Vous avez vu que c'est plutôt facile finalement, et c'est terriblement efficace. Tout comme les petites punchlines de début de discours qui vont réveiller le public et montrer à vos adversaires que vous n'êtes pas venus pour enfiler des perles, mais que vous êtes bien présents. Et justement, technique numéro 2, soyez physiquement et mentalement présent et osez la confrontation. Votre non-verbal est extrêmement important et il va faire ressentir aux autres que vous êtes convaincu par vos idées. D'ailleurs, Éric Zemmour est un excellent exemple sur cet aspect, parce qu'il est toujours physiquement et mentalement réellement présent dans tous les débats. Et pour s'imposer dans les débats, il va d'abord se braquer vers son adversaire, que ce soit avec son corps ou son regard. Mais il utilise également deux grandes stratégies. Il a des longues phases où il va se mettre en retrait, écouter attentivement son adversaire et préparer son attaque. D'ailleurs, ces phases vont ensuite lui permettre d'avoir accès à une phrase qui est très puissante. Laissez-moi finir, j'ai laissé tous parler. Suite à quoi il va pouvoir développer une argumentation solide sans se faire interrompre. Mais à l'inverse, il a aussi des phases où il ne va pas du tout laisser de répit à son adversaire et il va toujours essayer de s'imposer dans le débat pour casser l'argumentaire adverse et reprendre la parole. C'est comme ça. Après, j'aimerais dire une deuxième chose. Mais vous je suis pas d'accord. Qui a été aboli en 82. C'est faux. Abrogé en 82. C'est faux, une C'est fois absolument de plus. vrai. Ces deux phases, elles sont extrêmement intéressantes et elles sont complémentaires. Vous devez impérativement apprendre à maîtriser les deux. Pourquoi ? Parce que si jamais vous n'arrivez pas à vous imposer, eh bien parfois vous allez tomber sur des personnes qui vont s'en rendre compte, qui vont elles s'imposer dans le débat, tenter de vous dominer, et si jamais vous n'arrivez pas justement à reprendre la parole, à reprendre un peu de contrôle, eh bien vous allez carrément perdre tout votre temps de parole et vous ne pourrez jamais gagner, ça va être très frustrant de débattre avec elles. A l'inverse, si vous ne vous taisez jamais et coupez tout le temps la parole, dans ce cas-là, ça va être terrible parce que personne non plus ne peut réellement s'exprimer. Vous ne pouvez pas entendre les arguments précis adverses, donc y répondre. Et ce n'est plus du tout un débat, c'est juste la compétition à qui fait le plus de bruit et ça en devient totalement stérile et carrément frustrant. Humaine, vous parlez de gens, il y en a 20 000 qui sont morts dans cette Méditerranée. Et justement, à cause de votre laxisme. 20 000. Non, laissez-vous. Et tout sauf romantique. Abdelraouf d'Afri, les... Enfin, ces deux phases vont également être essentielles pour développer la stratégie numéro 3. Savoir effectuer une attaque rapide ou une attaque lourde. Pour cela, reprenons l'image du combat à l'épée. Tu vas voir, c'est très simple. L'attaque rapide, c'est le fait de prendre l'un de tes meilleurs arguments et de l'opposer à l'un des points faibles de l'adversaire, à l'un de ses flancs, qui peuvent, par exemple, être le fait d'avoir des chiffres qui sont obscurs, des chiffres qui ne sont pas réellement vérifiés, ou encore de ne pas baser son argumentation sur une théorie qui est solide. Ce à quoi tu opposes ton argument qui est puissant, et cet argument puissant, tu vas faire en sorte avec celui-ci de détruire toute son argumentation.
C'est une sorte de bombe que tu vas mettre dans ses fondations et qui va faire exploser toute sa défense. Et tu veux utiliser cette réflexion précise. Cet argument à lui seul prouve que ta conclusion est fausse. Or, si ta conclusion est fausse, c'est simplement parce que ta théorie est erronée. Sous-entendu, si ta théorie est erronée, je viens de détruire ta crédibilité, mon grand. Et en général, cette attaque rapide, elle est combinée avec le fait de s'imposer dans le débat dès que tu as trouvé la faille chez ton adversaire. A l'inverse, l'attaque lourde va elle nécessiter de prendre bien plus son temps, puisqu'on ne va pas attaquer les arguments faibles de l'adversaire. Mais au contraire, on va revenir sur tous ces arguments forts et on va les démonter un par un. Le débat qu'on va analyser s'est effectué en février 2020, et il a comme objet l'apprentissage de l'arabe à l'école. Il oppose Jack Lang, qui est pour, à Zemmour, qui est contre. Au début du débat, Jack Lang prend la parole pendant 2 minutes et défend l'idée que la langue arabe et la culture arabe appartiennent à l'histoire de France. Et il va se baser sur 3 grands arguments. Le premier, c'est que, comme il l'appelle, le grand roi François Ier a imposé au Collège de France l'apprentissage de 3 langues, le grec ancien, l'arabe et l'hébreu. Et il le justifie par le fait que ces langues, dont forcément l'arabe qu'il défend, sont des langues de transmission, de savoir et de culture. Il fait ensuite remarquer l'intelligence de François Ier, qui à l'époque a effectué une alliance de revers avec le sultan ottoman Soliman le Magnifique, soulignant donc les bons rapports franco-ottomans. Enfin, il cite Bonaparte, pilier de l'histoire de France tout de même, qui était passionné par l'Égypte, et donc, a fortiori, par le monde et la culture arabe. Puis vient enfin le moment où Zemmour prend la parole, et son attaque est plutôt inhabituelle. D'abord, je voudrais dire que j'ai beaucoup d'admiration et même d'affection pour la langue arabe. Tout simplement parce que c'est mon enfance. Mon père parlait très bien arabe, mon grand-père parlait très bien arabe, puisque ma famille est née en Algérie. C'est une langue tout à fait admirable, tout à fait poétique, je dirais. À ce moment-là, on pourrait presque croire que Éric Zemmour partage l'avis de Jack Lang. C'est alors que la réfutation commence, et là, il déroule. Mais si vous voulez, maintenant, je vous écoute, François Ier, Bonaparte et tout. Oui, François Ier, vous avez raison, mais c'est pas parce que l'arabe était une langue des sciences. C'est tout simplement parce que il voulait faire, vous l'avez dit, une alliance de revers avec Soliman contre Charles Quint, parce qu'il avait perdu contre Charles Quint à la fameuse bataille de Pavie. Moi, contrairement à vous, je ne tiens pas du tout François Ier pour un grand roi. Je pense que il a complètement pété les plombs, comme on dirait aujourd'hui, après sa défaite de Pavie et son emprisonnement. Je pense que l'alliance de revers dont on le loue aujourd'hui était une folie. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque, l'Empire ottoman menaçait l'Europe, qu'il a assiégé Vienne 2 fois, en 1529 et en 1683. Dans la fameuse pièce de Molière, qu'allait-il faire dans cette galère? C'est justement des galères turques qui emportaient des jeunes gens pour les emmener là-bas en Orient et pour les transformer en esclaves. Parce que quand vous dites que la langue arabe est liée à la France, oui, mais comme la langue c'est pas la langue arabe, en l'occurrence, c'était le turc. Vous m'avez très bien compris. Mais c'était la langue de l'ennemi. C'est ça que vous oubliez. C'est-à-dire que c'était la langue d'abord de la religion hérétique, l'islam, contre le christianisme, et c'était souvent la langue de l'ennemi. Quand vous me dites Bonaparte, il n'était pas fasciné par la langue arabe. Il était fasciné par la conquête. Et vous savez que... Si. Vous avez une manière. Mais non, mais c'est vous qui dites ça. Fasciné par l'Orient, fasciné par l'Égypte. Parce qu'il est fasciné par la conquête, il est fasciné par Alexandre. Oui. Il n'est pas fasciné. Vous savez, je lisais récemment ça tombe bien, je lisais récemment sa correspondance. Et quand il est en Égypte, il écrit... il est complètement, étonné de la misère de ces gens et surtout du retard technique. Ils ne font même pas des moulins, explique-t-il. C'est-à-dire qu'il y a du blé et qu'on ne peut même pas en faire du pain. Et c'est les Français qui vont construire des moulins en 1800. Donc, si vous voulez, la langue de culture, vous voyez où ça les a menés. Et pourquoi? Et je finis là-dessus. Parce que la langue arabe est une langue magnifique, je l'ai dit tout à l'heure, une langue poétique, mais si vous lisez le livre excellent de Sylvain Guggenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel, il vous expliquera que c'est justement pas une langue de science. Vous savez, Renan, dans son livre sur Averroès, dit « Il y a une hostilité instinctive de l'islam pour la rationalité ». Parce que justement, la science, ça veut dire l'émancipation par rapport au message de Dieu, et le message de Dieu est lié
entre le Coran et la langue arabe, il y a un lien indéfectible. Donc quand vous dites arabe, langue arabe, vous dites Coran et vous dites religion musulmane. Jacques Lang. Ici, Zemmour vient de démolir l'argumentation de son adversaire, qui va avoir beaucoup de mal à revenir dans le débat. C'est toute la force de l'attaque lourde. Enfin, attention, il faut que je vous mette en garde d'une chose importante. Ces 3 stratégies, effectivement, vont vous permettre de vous imposer plus souvent et donc de gagner vos débats. Mais gardez bien à l'esprit que ces stratégies n'ont pas pour objectif de faire changer votre adversaire d'avis. La raison elle est simple, c'est que détruire publiquement la crédibilité de quelqu'un n'aide pas à ce qu'il rejoigne tes idées. Le débat en effet, il est intéressant que lorsqu'un groupe d'individus suit l'affrontement d'idées. Et c'est ce groupe que vous allez vouloir convaincre et faire en sorte qu'ils adoptent majoritairement vos idées. Alors en soi, c'est tout à fait possible de faire changer une personne d'avis, mais on ne va plus utiliser des arguments techniques, mais on va utiliser des arguments basés sur la psychologie humaine. On va manipuler un peu les mots d'une façon différente et changer un petit peu la façon de voir les choses, et puis en général, elle va finir par nous suivre. C'est quelque chose qui est différent, mais vous savez quoi, si jamais le format vous a plu, si jamais vous avez appris des choses intéressantes, eh bien je vous invite à mettre un like, et si je vois qu'il y a beaucoup de likes, dans ce cas-là, je ferai une vidéo sur la psychologie humaine et le fait d'arriver à faire changer une personne qui est en face de vous d'avis pour qu'elle adopte vos idées. Pour finir, si vous aussi vous souhaitez devenir des débatteurs aguerris, sachez que je propose 2 formations gratuites directement accessibles sur mon site internet. Le lien est dans la description.